Le Low-Tech Lab Grenoble, c'est une asso qui est née en tout début 2019, à la suite de quelques mois de préparation, avec pour idée d'être une espèce d'expérimentation territoriale pour diffuser la philosophie low-tech. On était assez proche de l'équipe du Low-Tech Lab, qui est donc basée en Bretagne à Concarneau à l'origine, et qui porte un projet depuis 2013 de documentation, de diffusion des low-tech. Au travers de cette documentation est né le site web lowtechlab.org, sur lequel il y a une espèce de Wikipédia des low-tech qui recense tout un tas de tutoriels de low-tech qui ont été documentés dans le monde par l'équipe du Low-Tech Lab, mais pas que, parce que c'est une plateforme ouverte. Et l'idée était ensuite au-delà de la diffusion via cet outil web, et de faire de la diffusion au plus proche des gens et des besoins, donc de commencer à monter un réseau de communautés. Nous, on a été la première ici en France, à Grenoble, un peu plus de 2 ans et demi maintenant. On a porté pas mal de projets avec différents acteurs. Petit à petit, d'abord on se rencontrait un peu chez les uns, chez les autres. Là, ça fait 1 an et demi qu'on a ce local qui nous est mis à dispo par la mairie, avec les 2 autres assos, Planète Science et Archipel, avec qui on les partage. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de construire, d'expérimenter ce maillon supplémentaire pour amplifier l'impact du Low-Tech Lab et de réussir aussi à fournir et un lieu et des compétences et des outils aux personnes qui en ville souhaitent expérimenter le low-tech mais n'ont pas forcément ces 3 choses ou l'une de ces 3 choses. Voilà l'idée globalement et ça se passe bien. Alors je vais enlever ma casquette Low-Tech Lab Grenoble du coup et je vais mettre ma casquette responsable des communautés pour le Low-Tech Lab. Pour suivre l'historique, après ce lancement du Low-Tech Lab Grenoble, il y avait plusieurs autres projets en cours de montage, notamment à Marseille, à Bordeaux, à Paris aussi, plusieurs collectifs on va dire. Et certains là depuis se sont montés en association, comme notamment à Bordeaux, à Paris. Et il y en a de plus en plus d'autres qui commencent à pousser ces sujets, même dans des villes plus petites et plus modestes, mais c'est super. Et du coup, pour le compte du Low-Tech Lab, on m'a appuyant en partie sur l'expérience grenobloise, et j'essaye d'accompagner ces autres communautés en créant des outils méthodologiques presque, des tutoriels sur comment monter une communauté, comment aller rencontrer les gens, comment monter des projets ensemble, comment animer des ateliers. Et surtout, l'idée c'est pas de tout faire moi-même, déjà parce que c'est épuisant, et aussi parce qu'on part que d'une seule expérience, et il y en a chaque Low-Tech Lab est différent, et chaque structure est différente, de même que chaque territoire. L'idée c'est d'essayer d'insuffler aussi l'idée de produire des communs aux autres structures, d'essayer peut-être de créer juste des templates généraux, des canevas, et de faire en sorte que chaque communauté puisse les remplir, pour à la fin avoir un gros socle commun qui puisse s'exporter aussi dans d'autres pays. On commence à voir maintenant des gens en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, au Canada, au Cameroun. Enfin, la communauté grandit très vite là sur ces quelques derniers mois, et c'est très cool. C'est assez prenant, mais c'est très motivant. La manière la plus simple, si vous avez envie de monter une structure dans votre ville, c'est de me contacter. Sur le site du Low-Tech Lab, dans la rubrique Nos actions, il y a notre programme communautaire, avec mon contact qui est community@lowtechlab.org, et on pourra échanger là-dessus. Faut pas se frustrer si je réponds pas dans les 2 jours, c'est normal, mais pour l'instant, c'est le début de la démarche. À terme, on imagine rendre ce processus encore plus accessible en mettant directement le tutoriel sur la page web, de telle sorte que les gens puissent commencer d'eux-mêmes. Là, on est encore en train d'expérimenter les quelques derniers détails, mais ça va venir bientôt. Sur l'aspect international, c'est la première chose qui est un peu délicate, c'est que dans les pays non francophones, le terme low-tech n'évoque pas vraiment la même chose que chez nous. Ça rejoint plus vraiment une question de niveau technologique entre les low, les médiums et les high-tech, où en France, le terme low-tech qui a été popularisé depuis 2013-14 entre le livre de Philippe Buix et le travail de Low-Tech Lab et de toutes les autres structures. Il y a vraiment cette idée de démarche, de philosophie aussi derrière, des critères d'accessibilité, de durabilité, d'utilité. Et néanmoins, ça n'empêche pas, surtout grâce au travail du Nomade des mers, donc le catamaran qui fait le tour du monde pour recenser des low-tech, de semer un peu des petites graines dans plein de pays. Il y a beaucoup de pays, évidemment, c'est la base du constat du Low-Tech Lab, qui pratiquent déjà les low-tech sans forcément l'appeler comme ça. Et c'est ça qui nous sert de ressource, de ce qu'on documente. Donc l'idée n'est pas
forcément de dire on va créer des low-tech labs partout, parce qu'il y a plein d'endroits où il y a déjà des structures qui sont très chouettes. Plutôt de réussir à mettre ces structures en réseau, de faire en sorte qu'elles se connaissent, qu'elles puissent communiquer ensemble. Donc ça, c'est l'idée globale. Et comment ça se passe? Ça se passe un peu à l'opportunité, on va dire, des gens qui se contactent, des projets qui se montent de pair à pair. Notre outil principal pour ça, c'est un outil numérique qui s'appelle Discord, qui permet d'avoir plusieurs salons de discussion, vocaux, écrits. Il y a plein d'autres associations et communautés globales qui se montent là-dessus, et notamment une qui nous inspire pas mal, c'est Precious Plastic. À partir de quelques machines, quelques plans de machines open source pour réutiliser les déchets plastiques, les broyer, les extruder, refaire des objets avec, ils ont réussi à créer vraiment une très grosse communauté mondiale là-dessus, et leur processus et leur manière de monter cette communauté sont super intéressants. Est-ce qu'il y a déjà des résultats en termes d'apport pour les populations qui vont être touchées par la présence des structures un peu partout? Oui, je pense. Un des principaux qu'on peut citer, c'est le projet Low-Tech et Réfugiés, qui avait initialement été initié par Marjolaine Baer au sein du Low-Tech Lab, qui maintenant le porte au sein d'une autre structure qui s'appelle ECHO, avec une présence à Lesbos en Grèce, sur une île où énormément de réfugiés arrivent, un makerspace là-bas, avec des personnes exilées qui participent à l'animation du makerspace, qui ont énormément de compétences à partager, des bénévoles aussi français et européens, et beaucoup d'ateliers sur place. Et maintenant 2 autres antennes qui sont en France, à Marseille et Briançon, avec des formations professionnalisantes pour les personnes exilées et les personnes non exilées. Donc c'est vraiment un super projet, je trouve. Il y en aurait plein à citer. Il y a effectivement beaucoup de projets qui partent comme ça et qui partagent la philosophie low-tech, sans même que le Low-Tech Lab en soit à l'origine ou pas. C'est pas vraiment la question. Nous, tout ce qu'on a envie, c'est que ce soit diffusé le plus possible, et quand ça l'est, c'est cool. Une anecdote concernant mes anciens cours en école d'ingénieur, ou même à Sciences Po, je sais plus, où on nous avait appris ce qu'était le transfert technologique et l'idée d'envoyer nos technologies et nos plans, etc., conçus en Europe, dans les pays du Sud pour accompagner leur développement technologique, entre autres. Et quand j'ai commencé à connaître le projet Low-Tech Lab et que je me suis intéressé à ce qu'ils faisaient, je me suis rendu compte que c'était exactement l'inverse de ce qu'on nous avait appris, et qu'au contraire, on avait énormément à s'inspirer des pays du Sud, sur beaucoup de notions, pas que la technologie, mais aussi la sobriété, le bonheur même, souvent. Je dis pas que tous les pays du Sud sont heureux, loin de là, il y a évidemment beaucoup de soucis auxquels il faut faire très attention, mais j'aime beaucoup la philosophie de pas imposer et partager notre mode de développement comme le développement parfait, mais aussi avoir une posture ouverte et de savoir ce qu'on pouvait apprendre de ces pays-là, et entre autres en termes de low-tech, d'ingéniosité, ils sont très 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 forts. Et c'est un peu là-dessus qu'est partie l'expérience Nomade des mers pour le Low-Tech Lab. Comment on peut imaginer du low-tech à grande échelle, à l'échelle d'une métropole, etc. Très gros sujet. C'est un projet qui vient tout juste de commencer. On a à peine eu le temps de se reconnaître un peu entre acteurs, donc il n'y a pas encore, on va dire, beaucoup de production par rapport à ça. Mais l'idée, dans ce qui nous plaisait, le pourquoi est-ce qu'on a rejoint ce projet, c'est que les low-tech actuellement en France, je pense, souffrent pas mal d'une image très rurale et marginale même parfois. Et c'est le cas pour un bon nombre de projets, notamment le Low-Tech Lab et les premiers projets qui ont eu lieu à Concarneau, ou même l'Habitat Low-Tech, qui est une tiny house équipée d'une douzaine de low-tech. Eh bien, c'est des projets qu'on peut difficilement envisager tels quels en ville, et ce qu'on a défendu quand on a porté ces projets, c'était pas de créer l'habitat parfait, rêvé pour tout un chacun en France, c'est plutôt de montrer une démarche, de savoir combien consomme notre habitat, combien est-ce qu'on consomme, de quelle surface on a besoin réellement pour vivre, selon le niveau de confort qu'on souhaite. Et au travers de ça, bien plutôt de partager cette démarche, justement, les résultats techniques, économiques et environnementaux de chacune des low-tech qui ont été documentés. C'était aussi un des objectifs de ce projet-là. Et du coup, petit à petit, avec les communautés qui ont commencé à émerger dans chacune des grandes villes, la question de la low-tech en ville se pose de plus en plus. Idem pour nous à Grenoble, c'est une grande partie de nos membres vivent en appartement. Et évidemment, on ne fait pas la même chose dans un appartement que dans une maison à la campagne, où on a du terrain, plein de choses pour expérimenter. Donc on se débrouille un peu comme on peut. On essaye de pousser différents projets. Nous, ici à Grenoble, on a un projet depuis le mois de décembre avec Laure, notre volontaire en service civique, sur la précarité énergétique, et de réfléchir comment, au travers d'ateliers low-tech, on arrive à créer une dynamique d'entraide, de partage sur cette question-là, auprès d'un public en difficulté. On essaye aussi de réfléchir, comme tu disais, plus globalement, à qu'est-ce que ça veut dire mettre la low-tech à l'échelle, entre guillemets, dans une ville. Est-ce que c'est répliquer des systèmes que chacun a un four solaire sur son balcon? Je pense pas. C'est pas vraiment l'idée. Encore une fois, on parle plutôt
d'essayer de mettre à l'échelle la démarche. Un autre travail qui me plaît beaucoup, qui est porté au sein du Low-Tech Lab par Quentin, qui est d'enquêter sur des organisations plutôt que les systèmes techniques en eux-mêmes, voir comment est-ce qu'elles fonctionnent avec leurs partenaires, leur réseau. Et il a notamment documenté une boulangerie solaire en Normandie par exemple, et une association à Bordeaux qui s'appelle la Fuménerie, qui travaille à installer des toilettes sèches en ville et à récolter le compost de ces toilettes sèches pour le redistribuer à des agriculteurs. Et c'est plein de petits maillons comme ça, avec une autre structure qui s'appelle Cargonomia aussi, qui fait de la logistique à vélo et de la construction de remorques. Plein de petites graines qui sont pour l'instant éparses, mais dont on commence à voir une cohérence d'ensemble, et pourquoi pas une application pour réellement rendre les villes plus low-tech grâce à des réseaux d'acteurs locaux comme ça et de petites structures. Et reste toujours la question de l'échelle, évidemment. Une ville de 100 000, 200 000, 1 million d'habitants ne peut pas survivre sans les réseaux, sans les transports associés, etc. C'est pas vraiment à ça qu'on veut s'attaquer, c'est plutôt à tout le reste et comment rendre tout ça plus résilient avec des acteurs mieux répartis et moins centralisés. Une des grandes idées à la naissance de l'association ici, qui a pas mal été porté par Martial, était de faire entrer les low-tech dans l'enseignement supérieur et la recherche, parce que étant chercheur et enseignant, il en avait un peu ras-le-bol des sujets qu'il enseignait, et il a découvert les low-tech et il s'est dit c'est un truc très chouette à enseigner, plein de sciences, plein de phénomènes physiques à étudier, à développer, et ça peut bénéficier de beaucoup d'améliorations potentiellement, pas que sur le plan technique mais aussi sur les usages ou bien les aspects économiques. Et du coup on a commencé à travailler il y a un peu plus de 2 ans sur une proposition d'abord pour l'université de modules de cours sur les low-tech, qui a été un peu mise de côté, mais c'est pas grave, on n'a pas abandonné pour autant, et on est allé voir donc Grenoble INP, qui est le groupement d'écoles d'ingénieurs sur Grenoble, duquel je suis issu aussi, et là on a trouvé une porte bien ouverte et des oreilles attentives à nos idées. Et petit à petit, donc ça fait quelques années qu'on accompagne des projets d'étudiants sur un semestre sur des constructions et des études autour des low-tech. Donc on en a fait sur la marmite norvégienne, sur le méthaniseur, sur le garde-manger, entre autres. Et petit à petit, en engrangeant un peu d'expérience là-dessus, sur ce qui est bien et intéressant à travailler en école d'ingénieur, ce qui est moins intéressant, on a pu affiner notre proposition. Et là, dès le mois de septembre, va ouvrir un nouveau master qui s'appelle PIST, pour une ingénierie sobre de la transition, quelque chose comme ça. J'ai plus l'acronyme exact en tête, c'est à vérifier. Et en tout cas, sur ce projet, nous, on est très impliqués pour proposer des cours sur les low-tech et des projets, fil rouge, réellement en lien avec la société aussi. C'est en ça que notre place d'association est intéressante dans le processus, et pour vraiment réussir à décloisonner les portes et les murs des écoles d'ingénieurs, parce que les élèves le demandent aussi, de faire des projets qui font sens, d'avoir des cours qui font sens pour eux. Et donc on se sentait un peu une responsabilité de réussir à rapprocher ces deux mondes. On ne sait pas encore si on va y arriver, mais on espère. J'ai sauté un peu une étape dans le processus, mais avant tout ça, il y a eu un groupe, une communauté qu'on a appelé l'autre, LOWTRE, pour Low-Tech, Recherche et Enseignement. C'est une communauté qu'on a fait émerger au travers d'un forum, d'un webinaire d'abord en juin 2020, puis d'une rencontre en présentiel à Grenoble en septembre ou octobre 2020 également, où là plusieurs enseignants-chercheurs de plusieurs écoles de France sont venus pour se rencontrer, commencer à discuter sur le sujet, échanger des avis. Et donc reste de ça le forum pour l'instant, et différentes collaborations qui ont émergé entre écoles, et entre autres aussi bien le parcours dont je viens de vous parler qui est en train de naître à Grenoble, d'autres qui sont déjà en place dans d'autres écoles comme à l'INSA, comme dans d'autres écoles de France aussi, je les ai pas toutes en tête, et des projets d'envergure encore plus grande, à l'échelle européenne notamment, où on participe aussi, bien réussir à créer des cours et des outils pédagogiques, mais pour une échelle encore plus grande. Tout ça avance très vite. Il y a une démarche qu'on essaye souvent de partager, parce que c'est celle qui nous anime un peu tout le temps, celle qu'on va vivre ensemble cet après-midi aussi. C'est vraiment l'expérimentation sur soi. Avant de recommander des choses aux gens, et même avant de documenter, de prendre du temps à documenter des systèmes ou des organisations, on prend le temps de les expérimenter pour pouvoir déjà le vivre, voir si cette expérience nous procure du bonheur, si elle nous fait rencontrer des gens, si on apprend des choses. C'est vrai pour pas mal de choses différentes au final. J'ai un peu étendu cette philosophie au-delà des low-tech. Mais moi, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et qui fait que ça me fait plaisir de bricoler chez moi et de tester des trucs. Je me rate souvent, mais c'est pas grave, c'est aussi le but. Et après, la fois d'après, je fais mieux. Et ouais, c'est vraiment ça, quoi. Faut essayer, trouver des gens, parce qu'à plusieurs, c'est toujours plus marrant. Et essayer. Fin 2020, on a été sollicité par la mairie, par le service Espace Public et Citoyenneté,
pour organiser un chantier ouvert au public dans le camp d'hébergement du Rondeau, qui est au sud de Grenoble, où il y a une dizaine de bungalows qui accueillent 80 personnes. Où là on a construit un barbecue à partir des emplois, à partir de bidons comme celui-là. Il y avait l'idée de construire un barbecue évidemment, mais surtout de partager un moment collectif sur une semaine avec d'autres ateliers aussi. Il y avait une pergola, de la mosaïque, de la plantation. Redynamiser l'espace, le rendre beau déjà, le rendre agréable et convivial avec le barbecue notamment qu'on a pu tester à la fin du chantier. Et c'était super cool, c'était une très belle expérience. Il y a des photos etc. disponibles en ligne si besoin. J'aime beaucoup tout ce qui se passe autour du feu, parce que c'est plus quelque chose qui est très transmis dans la société, alors que c'est quand même un peu une base de notre civilisation, voire la base. Et je me suis formé sur la cuisine, la cuisson au bois, le chauffage également. Et je trouve que c'est vraiment un matériau très cool pour plein de choses, la construction. En tout cas pour la partie des cuiseurs, j'aime beaucoup la manière dont avec la même ressource, on peut faire beaucoup de choses différentes selon comment est-ce qu'on choisit de dimensionner notre objet pour utiliser la chaleur différemment. Si on veut beaucoup de chaleur pendant très peu de temps ou par exemple dans la cuisson au bois ou alors une température constante sur très longtemps pour les poêles de masse dans les habitats. Je trouve ça assez fabuleux la manière dont on a réussi à inventer plein d'objets différents et dont c'est quelque chose dont on se sert depuis extrêmement longtemps en tant qu'humain et que ça continue d'évoluer. Pour moi, c'est un bel exemple de progrès technique qui reste à une échelle raisonnable, on va dire. Il y a des fonds publics qui existent et les villes sont acteurs, pas entièrement, mais en bonne partie du développement des territoires, en plus de l'État, des régions et des acteurs privés. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça va être compliqué de faire un plan d'action pour 1 million d'euros en 10 secondes, mais... Non, je pense déjà la première étape, c'est toujours de voir ce qui existe, ce qui marche pas, de se permettre de se tromper, d'expérimenter sur son territoire, comme toujours, parce que ce qui a marché dans un territoire n'est pas forcément réplicable à l'identique chez nous. Mais là, moi, si j'avais des billes à mettre, justement, le projet dont je vous ai parlé des enquêtes sur les organisations de la part de Quentin produit tout un tas de livrables au fil des mois et des rencontres qui sont partagés, disponibles en open source. C'est un projet qui est soutenu par l'ADEME justement. Eh bien, je me baserai là-dessus, pas que, mais en partie là-dessus pour essayer de faire émerger les quelques acteurs dont je vous ai parlé, par exemple pour le traitement des déchets, enfin des toilettes sèches, la logistique à vélo, la cuisson solaire, plein de petites thématiques comme ça, encore une fois, selon si elles sont adaptables ou pas à l'endroit. À Grenoble, les vélos, ça marche très bien parce que c'est une ville plate, mais dans d'autres villes, ça va être plus pénible, selon la proximité ou non d'agriculteurs. Enfin, il y a plein de petits sujets comme ça qui, je pense, méritent encore quelques années pour mûrir, pour faire leurs preuves économiques aussi, parce que si les acteurs n'arrivent pas à vivre de leurs activités, eh bien elles meurent, et donc pourquoi pas soutenir aussi cela. Voilà quelques idées en vrac, mais je pense que c'est un bon pari. Merci beaucoup. Avec plaisir.